Lors de l'épisode de mai dernier consacré aux premiers cétacés, les archéocètes, j'ai lancé l'idée de poursuivre et d'explorer le monde des cétacés modernes. Autant vous dire que je ne m'attendais pas à autant d'enthousiasme, mais force est de constater que l'idée vous a plu. Alors, go pour les cétacés modernes! Bien entendu, pour avoir une idée de l'ensemble de l'évolution des baleines, il est préférable de regarder le premier épisode. Autre chose, dans ce même épisode, je vous disais que l'ensemble des cétacés est constitué des archéocètes et des otocètes. Ces deux groupes étant eux-mêmes regroupés au sein du groupe des otocètes. Cependant, aujourd'hui, en lieu et place du terme otocète, on parle plutôt de néocètes, les nouveaux cétacés. Donc, dorénavant, j'utiliserai ce terme, les néocètes. Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous souvenez combien cet été était un bel été, un été chaud. Mais croyez-moi, on est loin, mais alors très loin des températures de l'époque où je vous emmène. L'époque qui a connu l'essor des cétacés. En effet, durant le Paléogène, et plus précisément durant l'époque Éocène, la planète a connu des températures dignes des premières heures du Paléozoïque, atteignant 25 à 32 degrés de moyenne, contre 15 aujourd'hui. Mais n'y voyez pas une quelconque similitude avec le dérèglement climatique actuel. Nous en sommes bien loin. Même le PETM, le maximum thermique Paléocène-Éocène, qui fut la plus rapide et la plus importante perturbation climatique du Cénozoïque, a pris des dizaines de milliers d'années pour voir la température moyenne augmenter d'environ 6 degrés. On est bien loin des quasi 2 degrés atteints en 200 ans. Vous en conviendrez. La différence étant qu'en l'espace de quelques milliers d'années, la biodiversité a largement le temps de s'adapter, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Bref, cela dit, bien des chercheurs à travers le monde étudient ce fameux PETM et ses conséquences afin d'anticiper et de prévoir ce qui nous pend au nez pour les décennies à venir. Comme quoi, étudier le passé peut être utile pour envisager et appréhender le futur. Toujours est-il que c'est durant l'Éocène que l'on voit l'émergence des premiers cétacés, les archéocètes. C'est ce que nous avons vu dans le premier épisode. Premier épisode s'achevant avec l'apparition des premières vraies baleines, nageant uniquement à l'aide de leur nageoire caudale, à l'instar des baleines modernes, à savoir les basilosauridés, tels Dorudon ou Basilosaurus, qui sont les genres les plus connus. Une famille de cétacés qui traverse une grande partie de l'Éocène avant de s'éteindre définitivement et avec elle l'ensemble du groupe des archéocètes. Comme à mon habitude, voici un petit cladogramme. Alors, je suis désolé si ce n'est pas celui que j'avais utilisé dans l'épisode précédent, mais comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mon disque dur SSD Simplex Paléo a connu une extinction massive, emportant la totalité des travaux effectués ces 6 dernières années. Une galère de plus, décidément. Bref, je me suis renseigné auprès d'un professionnel, mais j'ai bien peur que le tarif soit prohibitif. C'est un peu la galère. Du reste, si parmi vous il y a quelqu'un de compétent en la matière, n'hésitez pas à vous manifester. Je vous en serai très reconnaissant. Alors, j'en ai réalisé quelques autres. Par exemple, un peu trop complexe à ce stade. Celui-là, wow, encore plus complexe. Voilà, celui-ci me paraît un peu plus simple pour débuter cet épisode. Alors, notez que si nous mettons en parallèle les paléotempératures avec notre cladogramme, nous pouvons constater que l'émergence des archéocètes a eu lieu durant l'optimum climatique, peu après l'épisode du maximum thermique du passage Paléocène-Éocène, il y a 56 millions d'années.
Donc, à la toute fin de l'Éocène, les basilosaures et autres dorudons que nous avons vus précédemment s'ébattent joyeusement dans la plupart des océans et mers de l'Éocène. Cependant, dès l'époque suivante, à l'Oligocène, les basilosaures sont totalement absents du registre fossile pour laisser place à de nouveaux venus, les néocètes. C'est donc durant la transition Éocène-Oligocène que s'opère l'évolution des archéocètes vers les néocètes. Bien entendu, la question qui se pose est « mais que diantre s'est-il passé ?» Et si vous connaissez un peu la chaîne, vous savez d'ores et déjà que l'évolution est un phénomène en grande partie lié à l'adaptation. Vous savez, migration, adaptation, mutation, évolution, diversification, etc. Donc, quelque chose de grande ampleur s'est probablement produit à l'échelle planétaire. Durant le Mésozoïque, l'immense continent Gondwana s'est totalement disloqué, donnant naissance à l'Afrique, Madagascar, l'Inde, puis l'Australie. Mais l'Amérique du Sud, quant à elle, est restée reliée à l'Antarctique par une fine bande de terre. Une fine bande de terre qui, à elle seule, bloquait les courants marins. Or, il y a à peu près 34 millions d'années, toujours sous l'impulsion des forces tectoniques, elle cède. Et à son tour, l'Amérique du Sud se désolidarise définitivement de l'Antarctique, donnant naissance à l'océan austral. Les courants océaniques, à leur en place depuis des millions d'années, se trouvent bouleversés par cette réorganisation géographique de grande ampleur. On assiste alors à un changement drastique des courants marins. En effet, l'Amérique du Sud ne faisant plus barrage, se met en place un nouveau courant océanique. Un courant océanique circulant autour du continent antarctique. Le courant circumpolaire. Ce courant d'eau froide au vent violent, toujours en activité, est bien connu des marins par les 40e rugissants et 50e hurlants. Il entoure le continent antarctique, ce qui va avoir pour effet de le refroidir. De le refroidir jusqu'à que celui-ci, autrefois verdoyant, se recouvre intégralement de la calotte glaciaire que nous connaissons encore aujourd'hui. Ainsi, ce courant marin aspire l'eau des océans qui alimentent et épaississent cette nouvelle calotte glaciaire. Et tels des vases communicants, cela a pour effet de faire baisser le niveau de la mer. Ce qui entraîne l'émergence de nouvelles terres. Et au fond, les mers épicontinentales autrefois englouties sous les eaux émergent à l'air libre. Ainsi, partout sur la planète, de nouvelles terres émergent. Par exemple, en Europe, le vaste archipel européen du Mésozoïque devient désormais un continent à part entière. Bref, toujours est-il que ces nouvelles terres présentent de nouveaux milieux à conquérir. Ainsi, la végétation ne tarde pas à s'implanter, suivie rapidement par les animaux. Il s'ensuit donc ensuite une vaste radiation évolutive. En bref, une fois de plus, migration, adaptation, mutation, évolution, diversification. Lol, c'est en passe de devenir le gimmick de la chaîne. Bref, nous savons très pertinemment que les courants océaniques influent et régulent en partie le climat de la planète. Et ce nouveau courant circumpolaire y contribue considérablement. Pour vous faire une petite idée de la puissance du dit courant, celui-ci charrie environ 150 millions de mètres cubes d'eau par seconde, soit 150 fois le débit de tous les fleuves du monde. C'est juste délirant. En effet, ce nouveau courant océanique, tel un climatiseur à échelle planétaire, impacte considérablement la planète, en induisant un refroidissement global qui va conduire à la disparition des archéocètes. Ces mammifères marins étant acclimatés à des températures plus clémentes, pour ne pas dire tropicales. Ceci étant, nous avons vu qu'après le PETM, les températures ont commencé à chuter drastiquement. Bien entendu, ce brusque changement climatique a eu de grandes conséquences aussi bien sur le monde végétal que sur le monde animal, et notamment chez les cétacés. Ainsi, c'est durant ce moment de l'histoire que, très certainement issus d'un ancêtre commun avec les dorudons, apparaissent les premiers représentants des néocètes, les baleines dites modernes. Et comme nous le constatons ici, dès le début de la radiation des néocètes, la lignée, issue d'un ancêtre en commun indéterminé, engendre les deux grands groupes de cétacés que nous connaissons aujourd'hui. Les mysticètes, les baleines à fanons, et les odontocètes, les baleines à dents.
Je ne vais pas m'étendre ici sur les modifications anatomiques complexes et rébarbatives de leur squelette, notamment au niveau de leur crâne. Toutefois, sachez que chez les néocètes basaux, on voit progressivement leur squelette se modifier. Ils perdent l'articulation du coude et surtout, les os du crâne se modifient. Leurs yeux se déplacent sur les côtés et leurs naseaux reculent vers le sommet du crâne, pour à terme, quelques millions d'années plus tard, devenir les vents que nous leur connaissons. Ceci étant, on peut se demander pourquoi il y a-t-il autant de différences anatomiques entre les mysticètes, les baleines à fanon, et les baleines à dents, les odontocètes. Pourquoi se sont-ils autant spécialisés? La réponse la plus probable est qu'ils se sont dispersés dans des environnements différents, puis la sélection naturelle aurait fait son office. Bref, une fois de plus, vous l'avez deviné, migration, adaptation, mutation, évolution et tout le tralala. Mais pour le coup, l'alimentation doit y être pour quelque chose. Puisque, comme vous le savez, le groupe des mysticètes va développer la grande spécificité du groupe, à savoir les fanons. Une évolution pour le moins surprenante. Comme nous le voyons ici, l'émergence des deux groupes intervient très tôt à la fin de l'Éocène. Et si les odontocètes avec leur gueule pleine de dents restent des prédateurs, il en va de même, ou tout du moins pendant un temps, pour les mysticètes. Ainsi, les premiers mysticètes, les mysticètes basaux, qui sont encore des animaux de taille assez modeste, possèdent encore des dents. Effectivement, les mysticètes n'ont pas développé les fanons du jour au lendemain, vous vous en doutez bien. Il y eut donc une période de transition. Une période de transition qui demeure encore assez obscure et laisse les chercheurs bien dubitatifs. Plusieurs hypothèses furent proposées, comme par exemple que les dents se seraient modifiées et auraient servi à filtrer l'eau, eau qu'ils aspiraient en grande quantité, puis expulsés à l'aide de leur langue, tout en la filtrant à l'aide de leurs dents en forme de peigne. Une hypothèse plausible, mais aujourd'hui toujours discutée. Une autre hypothèse retenue serait que les fanons seraient apparus alors que les dents étaient toujours présentes, puis ces dernières, faute d'utilité, auraient disparu avec le temps. Mais une chose semble valide et commune aux deux hypothèses, la façon d'attraper leur proie. Par aspiration, une manière peu orthodoxe, mais sans doute efficace. Cela dit, le mystère reste entier, et à ce jour, nul ne sait comment sont apparus les fanons, ni quel est l'animal qui fut le premier à posséder et utiliser des fanons pour se nourrir. Comme quoi, la paléontologie, l'étude des espèces disparues, est une des disciplines les plus vivantes. Bref, un mystère de plus qui reste à résoudre, surtout que les fanons fossilisés sont très rares dans le registre fossile. D'après mes recherches, un des plus vieux spécimens connus est Balaenoptera siberi, un balénoptère de l'Oligocène daté de 27 millions d'années, découvert au Pérou, dans la formation Pisco. Mais je ne saurais en dire plus. Alors du coup, je me suis adressé au spécialiste des cétacés fossiles, le paléontologue Olivier Lambert, de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Alors, bonjour Olivier, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est très aimable de votre part de partager vos connaissances avec les abonnés de la chaîne. Alors, que pourriez-vous nous dire à propos de l'apparition des fanons chez les mysticètes? Alors, c'est une question qui forcément est très intéressante, hein, puisque les fanons, c'est un point vraiment crucial de l'évolution du groupe qui va vraisemblablement permettre aux mysticètes de se diversifier et de se spécialiser vers différents types de prédation par filtration. Donc, c'est un élément vraiment essentiel de l'évolution des mysticètes. Malheureusement, les fanons, ils sont constitués de kératine et c'est quelque chose qui se fossilise très rarement. Alors, on a quelques exemples de fanons fossilisés pour le Miocène supérieur du bassin Pisco au Pérou, mais malheureusement, c'est des animaux qui sont déjà très proches des mysticètes modernes, et donc ça ne nous apprend pas vraiment quelque chose sur l'apparition des fanons en tant que tels dans l'histoire du groupe. Alors, sans avoir cette fossilisation des fanons, sur quoi est-ce qu'on peut compter pour
étudier cette transition chez les mysticètes, eh bien, les paléontologues, ils utilisent des corrélations sur base de l'anatomie crânienne, donc des régions osseuses du crâne, qui peuvent donner des indications sur le développement ou non de quelque chose qui se rapproche des fanons. Et donc, ce que certains ont proposé, c'est en particulier un groupe de mysticètes, donc de cousins des baleines à fanon actuelles, munis de dents, montre en fait le développement de petits foramènes sur le palais, donc sur la face ventrale du crâne. Et ces petits foramènes ont été proposés comme homologues aux foramènes qui sont du coup beaucoup plus grands chez les mysticètes actuels et qui vont transporter les vaisseaux sanguins permettant la vascularisation des fanons et donc la croissance de ces fanons qui sont des objets qui sont à croissance continue. Donc ça demande beaucoup d'une vascularisation assez importante. Alors, la présence de ces petits foramènes chez les Étiocétidés, donc ce groupe de mysticètes à dents, ok, on a effectivement des foramènes. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ces foramènes transportaient des vaisseaux sanguins vers quelque chose qui ressemble déjà au fanon des baleines actuelles? C'est un peu difficile à tester comme hypothèse. Parce qu'en fait, on retrouve des foramènes relativement similaires chez d'autres groupes de cétacés pour lesquels, a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait eu des fanons. Et donc, on peut avoir des petits foramènes qui, par exemple, vont vasculariser des gencives un peu plus développées. Et donc, on peut imaginer toute une série de scénarios avec le développement chez ces premiers mysticètes à fanon, par exemple, de régions de gencives un petit peu plus développées qui permettraient de retenir les proies au moment de la prédation, par exemple par aspiration. Hein. On imagine un animal qui aspire une proie de taille moyenne ou même de petite taille et qui va repousser l'eau entre ses dents. Et pour éviter que les proies soient rejetées avec l'eau, on pourrait imaginer l'avantage d'avoir des gencives un peu plus développées ou des structures même un peu plus élaborées. Mais voilà, on n'a pas les fossiles, on a juste ces indications très indirectes avec ces foramènes. Et donc, malheureusement, c'est un domaine sur lequel on aura un peu de mal à aller plus loin tant qu'on n'aura pas trouvé de fanons fossilisés sur ces baleines à dents, en fait. En bref, il reste encore beaucoup à découvrir. Pourriez-vous nous dire encore 2 mots sur cette fameuse formation Pisco? Alors, la formation Pisco, ben, c'est une unité lithologique extrêmement, extrêmement riche qui se trouve sur la côte sud du Pérou, donc sur le bord du Pacifique, et dans laquelle on trouve des niveaux datant du Miocène moyen jusqu'au Pliocène inférieur. Donc, on est là entre 14-15 millions d'années et 3-4 millions d'années. Et c'est une formation qui est extraordinairement riche en restes de vertébrés marins. Donc on y trouve des restes de poissons, par exemple des requins, des squelettes bien fossilisés de requins. On y trouve des pinnipèdes, donc des phoques, et ensuite plein de cétacés, des dauphins, des marsouins, des baleines à fanon, des cachalots, y compris des cachalots un petit peu particuliers qui sont assez différents des cachalots actuels. Et du coup, on a l'opportunité là d'étudier l'évolution de différentes lignées de ces cétacés et autres vertébrés marins sur une échelle de temps déjà importante. Et l'autre intérêt de cette formation Pisco, c'est que les conditions de préservation sont extrêmement bonnes. Donc on a des conditions d'enfouissement, des conditions de sédimentation qui font que les restes qui vont se déposer sur le fond de cette région, qui était une zone plus ou moins lagunaire, peu profonde, les conditions sont tellement bonnes qu'on va avoir des préservations exceptionnelles, par exemple des fanons fossilisés pour un certain nombre de ces mysticètes. Comme vous l'aurez compris, il s'agit donc d'un site exceptionnel, très riche en fossiles d'animaux marins. Allez, poursuivons. Toujours est-il que la lignée des mysticètes, outre les familles les plus anciennes, prend véritablement son essor lors de l'Oligocène tardif, et sont désormais des animaux filtreurs, pourvus de fanons. Cela dit, à ce stade, ça se complique. Et sachez que, selon les phylogénies établies par différents chercheurs, c'est quelque peu différent. Mais bon, il me fallait faire un choix. Donc sur notre cladogramme, nous voyons les mysticètes se différencier. Et la première famille que nous voyons est celle des balénidés. Balénidés qui, selon les phylogénies, apparaissent soit à l'Oligocène tardif, comme ici,
soit au cours du Miocène inférieur, comme dans cet autre cladogramme. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une famille encore présente aujourd'hui et représentée par les genres ici surlignés en jaune. Balena, les baleines boréales, et Eubalena, autrement dit les baleines franches. Et d'autre part, la large famille des Cétothéridés, qui, selon cette phylogénie, s'éteindra courant Pliocène, mais pas avant d'avoir engendré une descendance qui mènera vers les autres familles actuelles, à savoir les Balænoptéridés, Rorqual et Mégaptères, 15 genres, 42 espèces si j'ai bien compté. Les espèces actuelles étant les moins nombreuses et toujours surlignées. Ensuite viennent les Néobalénidés, ou Néobaléninés, les baleines pygmées, une toute petite famille réunissant 2 genres et 2 espèces, dont une espèce naviguant encore aujourd'hui. Et pour terminer, la famille des Eschrichtiidés, dont il ne reste plus à ce jour que l'espèce Ecrictius robustus, les baleines grises. Pour conclure avec les mysticètes et cette première partie, retenez que les cétacés à fanons émergent il y a environ 25 millions d'années, connaissent une première radiation à l'Oligocène tardif, puis les espèces survivantes se diversifient lors d'une seconde radiation au cours du Miocène, pour engendrer les espèces actuelles. Voilà pour les mysticètes. J'espère que cet épisode sur les cétacés vous aura plu. Et si c'est le cas, vous savez quoi faire. Matraquez le petit pouce bleu, partagez. Comme toujours, un énorme merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien. Ainsi qu'à Olivier Lambert pour sa participation, Benjamin Reynaud et Julien Benoît pour la relecture. Merci beaucoup. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve rapidement pour la seconde partie. Bye bye.